climatique s'accélère. Les employés travaillent au minimum 48 heures par semaine. 4 mètres carrés par animal. Bonjour, je suis Nicolas Sarkozy. Depuis janvier, alors là c'est le régal, une campagne super, Fillon, voilà, il est en face de moi. C'est ridicule. Somebody's got to do something about Antifa and the left. On s'est mis en grève. Et bien le bonjour à toutes et à tous, bienvenue ce matin, bien le bonjour. J'ai le plaisir ce matin d'accueillir Julie Guillot. Bonjour Julie. Bonjour. Bienvenue à toi sur Twitch, je crois que c'est ta première sur Twitch. Exactement, c'est ma première fois. Dites-nous si tout est bon, je pense que là c'est bon en termes de son, etc. Julie, alors tu as coécrit avec ta femme Daphné un livre qui s'appelle S'il suffisait qu'on s'aime, chronique des années PMA pour toutes. Je l'ai juste là dans les mains et qui croise un récit autobiographique, le vôtre, de votre couple et de votre parcours PMA. Et avec tout un travail documentaire de contextualisation politique de ces années PMA, comme vous les appelez, qui vont du mariage pour tous à l'ouverture de la PMA pour toutes avec la loi bioéthique de 2021 et la naissance de votre enfant d'un point de vue plus intime. Je me dis, en le lisant, je me pose la question, c'est un livre militant, c'est un témoignage, c'est aussi un travail documentaire. Comment tu conçois un peu ce livre ? Tu l'as assez bien présenté, je trouve, c'est bien résumé. Merci. Bah, écoute, on a voulu articuler vraiment les deux récits, quoi, une chronique médiatique et sociale et un témoignage qui est en partie fictionnalisé. C'est pas strictement autobiographique, mais pour nous, c'était important de ne pas faire strictement l'un ou strictement l'autre, quoi. On voulait qu'il y ait de l'émotion, en fait, et qu'on puisse s'identifier, que les personnes puissent s'identifier et vraiment comprendre ce qu'on vit de l'intérieur quand on est concerné par ce sujet, ce que c'est qu'un parcours de PMA et surtout un parcours PMA dans ce contexte, à ce moment-là, en France, dans les années entre 2013 et 2020, quoi, en gros. Donc pour ça, il fallait qu'il y ait l'histoire perso. Et on voulait pas que ce soit non plus un pur témoignage parce qu'on voulait vraiment montrer tous les enjeux politiques, revenir sur cette période, avoir un regard un peu historique et une analyse de toute la polémique sur ce sujet. Donc voilà, c'était important d'associer, c'était le défi d'associer ces deux récits-là, quoi. Si je peux me permettre de mon point de vue, oui, moi je trouve que c'est assez réussi parce qu'en effet, on a des moments, je trouve, dans la lecture de ce livre, des moments très, très forts en émotion. Je trouve qu'on vit vraiment des moments très forts en émotion et on apprend tout plein de choses et notamment ça permet de rééclaircir tout plein de choses sur ce que c'est la PMA parce que et peut-être qu'on pourrait commencer par ça parce que la PMA c'est un combat politique qui a été mené sur des années mais c'est aussi une pratique clinique médicale. Il y a deux grands et peut-être qu'on pourrait éclaircir cette pratique-là pour peut-être tout le monde dans le chat aussi. Tout le monde te dit bonjour d'ailleurs dans le chat, je te le précise. Merci. Oui, je vois passer un petit peu. Bonjour à tous. Et donc, il y a deux grands types de PMA. On pourrait le dire, c'est comme ça que moi je le résume, l'insémination artificielle, où la fécondation se fait dans l'utérus de la personne, et la FIV, la fécondation in vitro, où l'embryon se crée en laboratoire. Vous avez utilisé, vous, la technique de la fécondation in vitro ROPA. Est-ce que tu peux peut-être expliquer les spécificités de cette fécondation in vitro et puis si tu vas apporter peut-être des précisions un peu techniques sur sur les différentes PMA? Ouais. Alors, je vais repréciser un petit peu. En fait, la PMA ou l'AMP, c'est les deux termes. Donc, c'est procréation médicalement assistée ou assistance médicale à la procréation. En fait, c'est deux expressions, mais ça veut dire la même chose. Ça recoupe plus largement toutes les techniques médicales qui permettent de
favoriser la survenue d'une grossesse. Donc ça commence même avant l'insémination artificielle, ça peut être un simple traitement hormonal par exemple, pour stimuler l'ovulation, ça c'est déjà de la PMA. Ok. Donc il y a des personnes, ça va se limiter entre guillemets à ça, donc ça va si tu veux, du moins invasif, du moins médicalisé, jusqu'à la FIV, qui est donc la technique la plus complexe, entre guillemets, de PMA. Donc comme tu l'as dit, entre les deux, il y a l'insémination artificielle, donc avec donneur ou pas, ça peut être dans le cadre d'un couple hétéro, on prend le sperme du conjoint et on l'injecte dans l'utérus, donc la fécondation ensuite se fait toute seule, quoi, si on peut dire, dans le corps de la personne. Il peut y avoir un traitement hormonal autour, souvent d'ailleurs c'est le cas, et la FIV où on va prélever les gamètes, donc les ovocytes d'un côté et le sperme de l'autre, et on va les faire se rencontrer en laboratoire. Et ensuite on va transférer l'embryon obtenu dans l'utérus de la personne qui doit porter la grossesse. J'espère que tout le monde est accroché ce matin, hein, parce que c'est vraiment... Non, mais ce que je disais un peu en rigolant juste avant, mais là ça m'a refait penser, c'est aussi, on refait aussi un peu, je disais un cours de SVT, mais il y a plein de choses comme ça qu'on ne connaît pas si on ne s'intéresse pas à ce sujet-là, et c'est vrai que c'est pas mal de le rappeler. Et donc la FIV, donc la fécondation in vitro ROPA, celle que vous avez faite, elle est différente de la en quoi elle est différente de la fécondation in vitro plus classique, on pourrait dire? Techniquement, elle est exactement pareille. En fait, c'est la spécificité, c'est qu'on a prélevé donc un ovocyte chez Daphné, ma compagne, et on a obtenu un embryon avec le sperme d'un donneur, et ensuite on a transféré cet embryon dans mon utérus. Et c'est moi qui ai porté l'enfant. Donc c'est exactement la même chose qu'une FIV avec don d'ovocytes, si tu veux. Ok, ouais. Oui, parce qu'on peut faire une FIV avec ses propres gamètes. Donc, si on prend un couple hétéro, on peut faire une FIV avec leurs gamètes à eux. On peut faire une FIV avec l'ovocyte de la partenaire et le sperme d'un donneur, ou l'inverse, ou avoir deux dons aussi. Enfin, voilà, tout est possible. Mais en fait, techniquement, ça revient au même. C'est les mêmes gestes, quoi. Et pourtant, dans ce dont on parle, il y a des choses, c'est les mêmes gestes, comme tu dis, mais il y a des choses qui sont considérées par la loi française comme légales, et il y a des choses qui ne sont considérées comme illégales, et notamment la FIV ROPA. Ouais, la FIV ROPA, elle est maintenue interdite. Donc il y a une loi, on y reviendra tout à l'heure, en 2021, qui élargit l'accès aux techniques de PMA, donc aux couples de femmes cisgenres, aux femmes célibataires, mais qui maintient l'interdiction de la FIV ROPA, avec des arguments, donc on l'aborde un petit peu dans le livre, avec des arguments qui sont assez discutables et intéressants. Notamment, on a entendu des trucs assez intéressants, que c'était une GPA entre femmes, par exemple, ou que c'était une technique beaucoup trop invasive, beaucoup trop lourde, qu'il n'y avait pas de justification médicale. Alors des fois, il y a des justifications médicales, hein, mais bon, en fait, voilà, ça parle surtout de préjugés, parce que la FIV avec don d'ovocytes, par contre, c'est parfaitement autorisé depuis longtemps et ça pose pas de problème. Mais là, il y a vraiment l'idée que un couple de femmes décide de faire un enfant avec ses gamètes et que c'est pas la pourvoyeuse d'ovocytes qui porte la grossesse, ça, voilà, d'un point de vue moral, ça ne passe pas en France pour l'instant. Et justement, tu as commencé à l'évoquer, peut-être, tu en as parlé là, de la GPA. C'est encore quelque chose qui, pour le coup, là, est totalement, est interdit en France. Ouais. Peut-être, il y a plein de choses encore aujourd'hui. Vu qu'on est dans la l'égalité qui sont interdites en France. Par exemple, je lisais que il y a beaucoup de choses qui excluent notamment les personnes trans, les hommes trans reconnus comme tels à l'état civil, mais qui sont encore dotés d'un utérus, par exemple, ne peuvent pas recourir à la PMA. Hein, ouais. Alors que ces personnes-là auraient pu recourir à la PMA tant qu'elles n'avaient pas changé de... Donc on voit bien que là c'est des choses très administratives, hein, qui contraignent les gens. Ouais. C'est quoi les jalons qui restent en termes de légalisation
pour toi, pour lesquels il faut encore lutter? Bah, c'est exactement ce que tu viens de dire. Déjà, la priorité, c'est d'autoriser la PMA vraiment à toutes et tous, donc aux personnes trans. Il n'y avait absolument aucune justification à les exclure de cet élargissement là, en 2021. Et ça aussi, ça a été vraiment fait avec des arguments purement moraux, quoi. Enfin, il n'y avait aucune raison ni médicale, ni rien du tout. Et je me souviens, je crois que c'était Agnès Buzyn qui disait non, mais c'est vraiment trop compliqué. Bah, c'est pas du tout compliqué, hein, c'est exactement les mêmes méthodes, les mêmes techniques. Il n'y a pas de souci. Effectivement, la ROPA. Après, il y a des choses qui sont. Alors, c'est pas que ce soit tellement de l'ordre de la légalité, mais en fait, il faudrait qu'il y ait plus de moyens aussi qui soient mis sur la PMA. Il faudrait plus de campagnes de dons parce qu'il y a des délais d'attente qui sont extrêmement longs. Et on sait qu'il y a encore pas mal de discrimination, notamment pour les femmes célibataires. Je sais que les retours qu'on a, c'est que vraiment, elles se retrouvent un petit peu à être les dernières servies, en gros, avec des délais d'attente interminables. Des fois, on les renvoie vers un autre hôpital. Enfin, voilà, on a eu des témoignages assez problématiques parce qu'on priorise dans certains endroits, en tout cas, on priorise les couples hétéros, ensuite les couples lesbiens, et puis en dernier les femmes célibataires. Okay, donc voilà, il y a... Pardon ? Non, oui, donc du coup, ce que tu dis, c'est qu'il y a une espèce de hiérarchie entre les personnes qui ont plus ou moins le droit d'avoir accès à la PMA encore aujourd'hui, quoi. Ouais, je pense que l'état d'esprit, il n'a pas complètement changé pour tout le monde. Ça évolue, mais voilà, il va falloir du temps, et puis il faut des moyens aussi. Il faut une médiatisation qui aille dans le bon sens. Et je pense qu'il y a certains centres, certains sécos, certains centres de PMA, où, comme il y a de toute façon, il n'y a pas assez de gamètes, il y a un manque de dons, il y a un manque de personnel. Ils priorisent, et ils priorisent selon leurs préjugés, selon leur vision du monde, et donc ils vont Alors, c'est pas partout le cas, hein, il y a une disparité, je pense, sur le territoire. C'est aussi compliqué, c'est qu'en fonction de la ville où on est, ça va pas se passer forcément pareil. Oui. Mais voilà, du centre, des personnes qui y travaillent, etc., je suppose. Ouais, je pense aussi. Après, voilà, là, tout ce que je dis, ça mériterait d'être un petit peu affiné, parce que nous, c'est des témoignages qu'on a entendus dans des assos, dans des rencontres où les gens viennent se confier un petit peu. Mais voilà, ce que je dis, c'est pas non plus, c'est pas le résultat d'une étude approfondie sur le sujet. Et on n'a pas encore beaucoup de recul, mais voilà, on sait qu'il y a encore pas mal de discrimination aussi, il y a pas mal de grossophobie, il y a pas mal de problèmes comme ça. Mais ça, c'est vrai pour un petit peu tout le milieu médical, ça c'est pas spécifique non plus à la PMA. Et tu parlais justement, ça me permet de rebondir sur le fait que le parcours PMA, il est dans tous les cas assez difficile. Voilà, c'est pas quelque chose qui se fait comme ça. Il y a des traitements, tu as commencé à en parler tout à l'heure, par exemple, donc les traitements avec des effets secondaires, hein, quand tu parlais tout à l'heure de stimulation ovarienne, c'est pas anodin en termes d'effets secondaires ce qui peut se passer. Si on ajoute à ça l'investissement d'argent, alors ça c'est plutôt pour les personnes qui choisissent de ne pas le faire en France. Alors ça a été votre cas parce qu'au moment où vous l'avez fait, la PMA, votre PMA en France n'était pas autorisée, donc vous êtes allé en Espagne. Aujourd'hui encore, avec ce que tu disais sur les difficultés, le manque de dons de gamètes, etc., il y a encore plein de gens des couples ou des personnes seules qui ont assez d'argent vont à l'étranger plutôt que d'attendre en France des mois et des années. Comment tu décrirais un peu, comment tu qualifierais ce parcours encore aujourd'hui c'est malgré la loi, avec la loi, c'est un parcours qui est plutôt simplifié, ou c'est un parcours qui reste l'accès à la PMA, c'est un parcours qui reste encore, je sais pas moi, pour une image simple, semé d'embûches? Alors, je pense que c'est un peu plus complexe que ça. Enfin, déjà, il faut quand même dire que depuis 2021, il y a quand même beaucoup plus de personnes qui ont accès à la PMA en France et remboursées intégralement par la sécurité sociale. Donc ça, c'est quand même hyper important. Ça veut dire qu'il y a quand même des gens qui étaient complètement exclus pour des raisons financières qui maintenant peuvent y accéder. Donc ça, c'est hyper important. Donc encore une fois,
pas tout le monde, puisqu'il y a quand même encore des personnes comme les personnes trans qui sont exclues légalement. Mais voilà, il y a des couples de lesbiennes cis, par exemple, qui étaient pas suffisamment solides financièrement pour s'engager dans un parcours et qui renonçaient parfois à avoir un enfant ou qui prenaient des risques. Ça, on en parlera après des autres possibilités de procréer en dehors de la PMA. Donc ça, c'est essentiel. Et puis, en plus, ça veut dire ne pas faire des trajets. C'est une complexité, aller à l'étranger aussi, d'un point de vue matériel. Il y a la question de l'argent, et puis il y a la question de, il faut partir de son boulot la veille pour le lendemain. On ne sait jamais quel jour ça va tomber. Voilà, ça pose plein de soucis. Donc ça, c'est quelque chose qui est quand même une vraie avancée. Après, le délai d'attente, alors je crois qu'il est à Nantes, il est de 1 an à peu près entre en fait, c'est tout un parcours. Il faut prendre un premier rendez-vous, après on fait des examens, et après il va y avoir une première insémination, et il se passe plusieurs mois en fait entre chaque étape. Donc voilà, de l'extérieur, on peut se dire oui, c'est que de l'attente. Après, quand on est dedans, quand son désir d'enfant il est vraiment là, qu'on est sûr qu'on veut y aller, c'est très long, ça peut être très difficile à vivre. Après, c'est très variable parce qu'en fait, en fonction de l'état de santé de la personne, de son âge, des fois, ça va. En fait, il n'y a pas de parcours PMA qui se ressemble, même si il y a plein de points communs dans le contexte. Il y a des gens pour qui on va faire une insémination, ça va marcher tout de suite. Donc là, c'est super cool. Et puis, il y en a d'autres, ça va durer 1 an, 2 ans, 3 ans, des fois plus. On va faire plein de tentatives, ça ne marche pas. Des fois, on ne comprend pas pourquoi ça ne marche pas. Des fois, il y a des soucis divers et variés, des problèmes gynéco, des problèmes de fertilité qui arrivent aussi bien chez les personnes lesbiennes, trans, hétéros. Là-dessus, on est tous égaux, j'ai envie de dire. Donc voilà, c'est très différent en fonction des cas. Nous, on connaît des personnes pour qui ça a marché comme ça du premier coup, et puis d'autres pour qui ça a duré 5 ans. Donc évidemment, c'est pas du tout le même vécu, quoi. Il y a quelqu'un qui dit ça dans le chat, mais tu le dis bien. Vous le montrez bien dans votre bouquin. Il y a quelqu'un qui mettait dans le chat, vous le montrez bien dans la BD, le stress que toute l'organisation engendre, le fait de le faire à l'étranger, notamment les allers-retours dont tu parlais tout à l'heure. Tout ça, c'est énormément de stress. Il y a une autre manière aussi que d'aller à l'étranger qui existe si on veut pas passer par le parcours classique. C'est l'insémination artisanale, qui là pour le coup retombe sur l'insémination artificielle. On trouve un donneur parmi ses proches, par exemple. Ou sur Internet. Ou sur Internet. Pas forcément un proche. Il y a d'autres façons. Ou par. Ouais. Sauf que j'écoutais, alors ça, vous le dites un peu dans votre livre, et j'écoutais là. Alors ce qui est cool aussi dans votre livre, je le précise, c'est qu'il y a tout un tas à la fin de références sur lesquelles vous appuyez. C'est quand même un livre qui est ultra sourcé. Il y a je sais pas combien de notes. Il y a des notes de bas de page dans un roman graphique, il y en a 160 je crois. Et il y a en plus des podcasts, livres qui sont conseillés pour aller plus loin sur différents sujets, sur la PMA, sur l'homoparentalité, le féminisme, etc. Et ce qui fait que c'est assez riche aussi, et c'est cool d'aller voir à gauche à droite d'autres travaux qui rejoignent le vôtre. Et notamment, j'écoutais du coup des podcasts là sur la PMA et des personnes qui racontent l'insémination artisanale, comment ça se passe, on fait venir quelqu'un, toute l'organisation, l'auto-organisation que ça demande, et puis les risques aussi. Parce que la problématique de l'insémination artisanale, c'est qu'on n'est pas très protégé. On n'est pas très protégé en termes légaux, parce que le donneur peut intervenir et dire je veux reconnaître l'enfant, etc., etc. Et ça, c'est des questions qui se posent moins si on passe aujourd'hui par le parcours qui est autorisé par la loi, qui se posaient plus sûrement à votre époque, au moment où vous avez fait votre parcours PMA. Quelles sont les questions que vous êtes posées vis-à-vis de ça? Alors, juste pour revenir sur ce que tu viens de dire, déjà, ça s'est quand même un peu amélioré avec la loi de 2021, parce que alors, là, on va rentrer dans un truc un peu technique juridiquement, mais avant 2021, il fallait adopter, dans le cadre d'un couple homo,
de lesbiennes, on va parler de ça, puisque après, bon, il y a les couples d'hommes, c'est encore une autre histoire par rapport à la GPA. La seule possibilité d'avoir une filiation conjointe, c'était que la personne qui n'a pas porté l'enfant l'adopte. Depuis 2021, il y a une autre possibilité qui s'appelle la RCA, la reconnaissance conjointe anticipée, donc qui n'est pas non plus la même chose que la filiation pour les hétéros. C'est un autre parcours, c'est un tout petit peu plus complexe, ça sert un peu à rien, mais il a fallu faire quelque chose de différent. N'empêche que ça permet qu'à la naissance de l'enfant, il ait deux mères. Oui, il faut passer devant le notaire, c'est ça Voilà, il faut passer devant un notaire pour faire une déclaration, donc on appelle cette RCA, et ensuite à la naissance de l'enfant, on présente ce document en mairie et on peut obtenir une filiation automatique. Donc ça, c'est quand même aussi une énorme avancée quand même, parce que, voilà, si je donne notre exemple, nous, notre enfant, il a été adopté à 18 mois, 20 mois même. Okay. Donc pendant les 20 premiers mois de sa vie, il avait qu'un parent légal. Donc quand tout va bien, c'est cool. Il y a le moindre souci, une séparation, un décès, un conflit, une hospitalisation, ça peut tout de suite devenir très très compliqué. Voilà, maintenant ça, aujourd'hui, quand on passe par la PMA, c'est quelque chose de réglé. Et alors moi, je ne suis pas du tout spécialiste du sujet, mais je sais qu'il y a des couples qui passent par l'insémination artisanale et qui, grâce à ce système de RCA, parviennent quand même à se protéger juridiquement un peu plus facilement qu'avant. Ok. Mais voilà, ça reste... Alors, il y a des personnes qui font ce choix aussi, soit pour ne pas avoir de délai d'attente, soit parce que, après, c'est aussi des choix de comment on veut fonder sa famille. Il y a des personnes qui ont envie que le donneur soit connu, par exemple. Ça, c'est un choix vraiment personnel. Et dans ce cas, il n'y a pas d'autre possibilité que de faire ça. Je ne sais plus ce que je voulais dire. Mais voilà, mais ce qu'il faut savoir, c'est que ça reste... En fait, le truc, c'est que c'est illégal, l'insémination artisanale. Parce qu'en fait, dans le cadre bioéthique français, on n'a pas le droit de manipuler les gamètes soi-même. Okay. Mais le truc, c'est que c'est invérifiable. Oui, bien sûr. Personne ne peut aller vérifier que l'enfant il a été conçu par insémination artificielle ou par un rapport sexuel. Enfin voilà, c'est un truc, c'est pas contrôlable, quoi. Oui, c'est sûr. Et après, pour répondre à ta question sur, nous, oui, évidemment, on s'est posé... alors, on a assez vite répondu en ce qui nous concernait sur comment on allait faire, mais à l'époque, ça fait pas si longtemps que ça, mais malgré tout, on se retrouvait dans un contexte où soit on dépensait beaucoup d'argent, soit on prenait un risque légal en faisant une insémination artisanale, justement, avec ce risque que le donneur reconnaisse l'enfant. Et ça, c'est des situations qui sont arrivées et c'est quand même assez dramatique quand on veut fonder une famille à deux dans un couple et puis qu'il y a un tiers qui est le donneur qui met son nez là-dedans, ouais. Qui vient mettre son nez là-dedans et qui a plus de droits en fait que le couple. Parce qu'il y a des tribunaux qui ont décidé que oui, il était tout à fait légitime à revendiquer une paternité. Et donc là, on se retrouve dans une situation qui est quand même terrible avec des fois un droit de garde même carrément de l'enfant par le donneur. Enfin, des trucs... Donc, ouais, je pense que... Alors aujourd'hui, il faudrait discuter avec des couples ou des personnes qui font des PMA aujourd'hui. Je pense qu'il y a quand même une réflexion toujours sur comment on va faire. Je pense que quand on est une personne queer ou un couple lesbien, on se pose forcément la question de comment on va faire quand on veut un enfant. Même si aujourd'hui, il y a plus de possibilités, ça nécessite quand même une petite réflexion. Il faut s'informer. L'information, elle n'est pas forcément accessible immédiatement, donc il faut aller chercher un peu. Et donc, c'est une complexité. Et en même temps, moi, je trouve que c'est aussi intéressant. Enfin, ça permet aussi de poser les choses, de prendre le temps de se demander ce qu'on veut vraiment, comment on va faire, qu'est-ce que ça veut dire avoir un enfant, fonder une famille, etc. Pour voir le côté positif du truc. non, mais oui, c'est vrai, c'est des questions qu'on devrait tous se poser. Enfin, ouais, tu vois. Non, mais des fois, il y a des enfants qui arrivent comme ça, sans que ce soit forcément anticipé, et c'est cool aussi, mais... On se les pose après, dans ces cas-là, je suppose. Ouais, c'est ça. Ouais, exactement.
Mais oui, c'est intéressant. Et puis voilà, j'ai bifurqué un peu dans ce que je voulais faire, mais comme tu en parles, c'est vrai que c'est peut-être intéressant d'en parler là. On le voit vous vous mettez en scène pas mal dans le livre, justement à vous poser plein de questions. Vous vous posez, on le voit, et c'est ça qui est aussi trop intéressant, c'est que tout cela vous pose plein de questions vous fait vous poser plein de questions sur vous, votre désir d'avoir des enfants, etc. Enfin, on y reviendra peut-être tout à l'heure, mais ça c'est vraiment un truc ce combat politique dans lequel vous êtes quasiment emmené de force, enfin vous êtes emmené de force parce que c'est aussi c'est le contexte politique qui fait ça, vous permet d'un point de vue un peu plus positif de vous poser toutes ces questions-là, et c'est vrai que c'est super intéressant comment vous le rendez ça dans le livre. Alors peut-être justement, je voulais moi d'abord m'arrêter sur le contexte politique, parce que ce livre il s'ouvre juste après la loi pour le mariage, du mariage pour tous, et ce livre et donc on voit votre rencontre en même temps dans une Pride, etc. Et il y a, si on veut continuer dans le côté positif, il y a tout un mouvement quand même qui se crée à ce moment-là, alors qui existait déjà dans les années 2000, mais de développement, des prides, des arguments militants des personnes LGBT, de leur visibilité. Comment, d'un point de vue peut-être la plus positif, vous vivez ça, vous, et toi, tu as vécu ça, toute cette... je ne sais pas si on peut parler de libération de la parole, mais en tout cas, c'est puis des rencontres que tu as pu sûrement faire via des assos, etc. Comment tu avais pu vivre ça, toi ? Je dirais que c'était un peu complexe comme période, parce qu'à la fois, effectivement, c'est ce que tu dis, il y a eu un petit peu pas un renouveau, mais il y a eu un regain de militantisme. Enfin, il y a une mobilisation quand même autour de ce gros sujet là du mariage. Donc ça, c'était assez, comment dire, c'était enthousiasmant et porteur, et en même temps, vraiment, ça a été une période hyper violente. Enfin, je pense qu'il y a beaucoup de gens qui lisent le livre et qui nous disent mais moi j'avais refoulé tout ça, là ça m'a refichu un coup, parce que ça m'a remis dans cette période où moi je me souviens qu'il y avait des périodes où on éteignait tous les médias, on voulait plus rien entendre, quoi. Tellement c'était une forme de harcèlement permanent avec des propos homophobes constants. Moi j'ai le souvenir de périodes où c'était partout, quoi. Vous pouvez pas allumer la radio, ouvrir un quelconque site médiatique ou un journal sans tomber sur des propos assez abjects. Donc c'était... Ouais, moi j'en garde un souvenir vraiment en demi-teinte, quoi. C'était quand même super dur, quoi. Ça a été une période super dure, et puis ça a duré. Il y a eu le mariage, et puis après il y a eu la PMA, où nous, comme en plus on était concernés, puisqu'on avait notre projet, voilà, de PMA, on était complètement hyper, comment dire, sensible à tout ça. Et là, ça a été encore plus compliqué parce qu'il y avait moins de mobilisation. Quand même, c'est devenu un truc beaucoup plus restreint. Et sur la loi bioéthique de 2021, enfin surtout tout le militantisme qui a donné cette loi-là, quoi. Ouais, voilà. Okay. Autour de... Parce que, en fait, voilà, pour replacer, peut-être que tout le monde n'a pas l'historique en tête, mais en 2013, donc le mariage a été ouvert aux couples de même sexe, mais sans la filiation, sans la PMA. Donc ça a été le gros coup de massue, en fait, parce que la logique aurait voulu que tout soit légalisé en même temps, et ça avait été d'ailleurs la promesse de François Hollande, mais il est revenu dessus. Et donc ensuite, il a fallu continuer à militer pour l'accès à la PMA, mais autant le mariage, ça a quand même mobilisé beaucoup. Il y avait même pas mal d'hétéros qui soutenaient le truc. Il y a eu des grosses manifs. Il y avait quand même un petit engouement un peu général, parce que je pense qu'il y a beaucoup de gens qui étaient choqués par l'arrivée de la manif pour tous, par des propos homophobes. Et après ça, je pense qu'il y a beaucoup de gens qui se sont dit c'est bon, c'est réglé. Et en plus, médiatiquement, il y a eu une grosse confusion. Moi, je sais qu'autour de moi, la plupart des gens, ils ne comprenaient pas du tout, en fait, qu'on n'avait pas obtenu la PMA, par exemple. Oui, d'accord, ok. Oui, tout le monde pensait que tout était acquis et que... Ouais, que c'était réglé. C'était fini, quoi. Ok.
Donc là, on s'est retrouvé un peu, un sentiment un peu de solitude, quoi, tu vois, à se dire, et je pense que les personnes trans aujourd'hui peuvent ressentir ça, à se dire, mais bon, nous, on est toujours exclus du truc et puis plus personne n'en parle. Donc voilà. Ouais, c'est ce que dit C'est quelqu'un ça. dans le chat là. Il y a eu l'usage de ce sujet pour donner Bichette là qui fait une petite analyse de gauche pour le gouvernement Hollande. Donc c'était un peu le gage de gauche le mariage, le mariage Ouais. pour tous. Et puis après il y a eu un battage médiatique, etc. Et puis on a de cette Mm. époque la plupart des groupes militants homophobes de l'époque qui se sont reconvertis en groupes militants transphobes. Alors il y a Exactement. encore, c'est pas pour autant que l'homophobie a disparu, hein, loin de là. Non, Mais c'est bien vrai sûr. qu'on a l'impression qu'il y a eu cette espèce de déplacement que tu décris bien là, de l'homophobie vers la transphobie et vers le. Et c'est pour ça que je te posais la question tout à l'heure aussi de qu'est-ce qui reste en termes de combat, et notamment sur les questions de la légalité, parce que sur les questions de la Ouais. représentation c'est plus complexe. Mais C'est sûr que les questions des transidentités, on le voit bien aujourd'hui, hein, c'est comme tu dis, ça ne veut pas dire que les autres discriminations ont disparu, mais pas du tout. Mais on voit bien que les militants d'extrême droite, réactionnaires, ils vont se centrer comme ça sur un sujet. Donc il y a eu la PMA sans père, c'était leur titre, ça les a bien mobilisés pendant des années. Aujourd'hui, alors c'est pas nouveau, mais il y a beaucoup l'éducation sexuelle à l'école, ça c'est un de leurs chevaux de bataille. Ça peut sembler un sujet un peu annexe, mais tout est lié en fait. Et les transidentités, les transitions pour les personnes mineures, ça c'est un truc, ça les rend fous. Donc autour de ces questions-là, il y a un gros travail à faire, parce que là, c'est sûr que les personnes trans, elles sont très très visées, quoi. En ce moment, enfin, on le voit, c'est un peu le sujet là où il faudrait que aussi la communauté queer, féministe se mobilise peut-être plus sérieusement là-dessus. Mais on voit bien comment c'est compliqué. Voilà, comme c'était compliqué sur la PMA de mobiliser les personnes qui ne sont pas concernées à chaque fois, plus ça concerne un nombre restreint de personnes et plus c'est difficile de mobiliser, je pense. ouais, c'est ce que tu dis dans ton livre. C'est aussi un truc que je pense qui a été apprécié, parce que en fait, ton livre, il y avait une personne qui est dans le chat là, qui stream aussi, qui l'avait lu en live, enfin qui l'avait lu en live et qui avait grave apprécié, et sur ces questions et justement qui est une personne personne trans qui discute beaucoup, etc. Brig, je te salue, et qui du coup avait apprécié le fait que, je pense. Je parle un peu à ta place, Brig, mais je pense que tu me contrediras pas. BD génial, précise Brig. Merci. Et qui avait apprécié, je pense, le fait que oui, ton livre ne se contente pas de parler de la PMA pour les couples lesbiens, etc., mais ouvre toutes ces questions pour les personnes trans, et toutes les questions qui se posent et tous les combats qui restent. Et j'ai oublié ma question en faisant mon détour. Qu'est-ce que je voulais te poser? Je sais plus. Mais en tout cas, ça c'est oui. Et toi, ce que vous mettez en scène dans votre livre, c'est cette question-là aussi, que quand vous luttiez pour la PMA, il y avait des assos féministes qui vous ont pas soutenu, en fait, qui viennent pas à un moment dans une réunion. Et il y avait déjà ça, quoi, le fait que certaines assos féministes ne se sentaient plus concernés par le combat pour la PMA, pour toutes, etc., quoi. Oui, complètement. Même elles ne mesuraient pas ce que ça signifiait. Et il y avait alors, globalement, elles n'étaient pas contre, mais elles avaient l'impression que c'était un peu anecdotique, je pense, pour certaines. Mais ça rejoint, je pense, ce que je disais tout à l'heure, où nous, c'est ce qu'on voulait montrer dans le livre. On avait vraiment à cœur, et on aurait même aimé le faire plus, mais après, on a déjà écrit 300 pages, donc on ne pouvait pas... à un moment, il fallait que ça s'arrête. Mais on avait à cœur de montrer comment vraiment tout est lié. Enfin, on parle aussi pas mal de l'IVG, de la contraception. Je veux dire, pour les anti, pour eux, c'est hyper clair que tout est lié. Je veux dire, l'IVG, la PMA, les transidentités, toutes les questions de choix, eux, ils ont bien pigé que c'était lié, quoi. Et en face, si nous, on n'a pas vraiment la conscience que tout va ensemble et qu'on doit défendre tous ces droits ensemble, on risque pas d'y arriver. Et la PMA, c'est pas un truc séparé. Et nous, ça nous avait vachement marqué au début de l'écriture du livre d'entendre des féministes de la génération au-dessus de nous qui nous disaient mais c'est un scandale de défendre la PMA parce que nous, les féministes, on s'est battus pour l'IVG. Et on essayait de leur dire mais c'est complètement le même problème, en fait.
C'est la question du C'est pas choix. du tout, c'est pas du tout en opposition. Ça va ensemble. Et en fait, il y a quand même encore, je trouve, une difficulté à penser ça de façon globale, à penser la question du choix de façon globale, et que c'est pas antinomique d'être pour l'IVG et pour la PMA, bien au contraire. Et les anti-IVG, en général, ils sont anti-PMA. Voilà. Oui. Je sais pas si c'est clair, mais c'est Non, un mais si, gros si, complètement. sujet là-dedans. Ouais, puis c'est intéressant cette opposition que tu fais entre les anti ont bien compris, enfin eux intègrent le truc que tout est lié, et c'est pour ça que dans les combats à gauche, il faut le lier comme ça. Bichette qui le résume bien, tout simplement, c'est une lutte pour les libertés corporelles de toutes et tous. Ouais, voilà ça. Oui, d'ailleurs maintenant je cite les gens parce que je me suis fait tacler en tant que 6-7 à parler à la place des gens là, donc. D'accord. Mais c'est bien. C'est normal. Qu'est-ce que je voulais dire bienvenue à toutes les personnes d'ailleurs qui débarquent dans le chat au fur et à mesure. Et vous pouvez poser des questions. Hein. J'essaierai de les relayer, etc. Si vous voulez. Si vous y a des choses que des choses que vous comprenez pas, ou si vous voulez des petits témoignages de situation, etc. N'hésitez pas. Voilà, j'essaierai de relayer tout ça. Je voulais passer, alors on a parlé, donc tu parlais de toute la contestation, etc. Qu'est-ce que j'avais mis, parce qu'on a parlé de plein de choses. Il y a une super belle planche, d'ailleurs, je trouve que vous évoquez, pour la question de la parole des concernés, justement, vous évoquez une guerre, il y a une super belle planche, je vais la montrer celle-là, pendant que tu parles, une guerre dans laquelle nos organes de reproduction étaient le champ de bataille, hein. C'est comme ça que vous résumez cela dans le livre. Comme d'habitude, hein, on observe que la parole des concernés, et notamment parce qu'il via, ça me permet de faire un lien, via il y a alors comment ils appellent ça, une grande concertation nationale à la Macron là, qui est faite avant la mise en place de la loi bioéthique, et qui va donner les états généraux. Voilà, les fameux états généraux de la bioéthique. Et ces états généraux-là vont relibérer, j'ai l'impression, une parole décomplexée, homophobe, etc. sur ces sujets-là. Et vous dites une guerre dans laquelle nos organes de reproduction étaient le champ de bataille. On a l'impression avec ce débat-là que la parole est donnée à tout le monde, sauf aux personnes concernées, d'une certaine manière. C'est comme ça que tu l'as ressenti ? Ah ouais, complètement, ouais. Ouais, c'était terrible, hein, ces états généraux là. Il y avait un site qui n'était pas modéré, où tout le monde pouvait venir donner son avis. Alors, en fait, c'était assez pervers parce que l'idée, c'était que les gens donnent leur point de vue sur tous les sujets qui allaient être traités dans la loi bioéthique. Donc, dans cette loi bioéthique, il n'y avait pas que la PMA, mais en fait, il y avait la PMA et les questions autour de la fin de vie, l'euthanasie, pour le dire. Moi, je ne suis pas spécialiste de ces sujets, je pense qu'il y a d'autres termes. Et en fait, c'est ces deux sujets-là, alors qu'il y avait des choses beaucoup plus techniques sur, je ne sais plus exactement, les cellules souches, enfin des choses de plus d'innovation technique et médicale, parce que quand même, c'est ça le sujet de la bioéthique. Mais ce qui a mobilisé tout le monde, c'était la question de l'élargissement de la PMA. C'était le premier sujet, qui n'est pas vraiment une question de bioéthique, puisque il ne s'agissait pas d'innovation. Et ouais, là, ça a vraiment... on avait l'impression que c'était une tribune offerte, en fait, aux réactionnaires pour qu'ils puissent déverser un petit peu toute leur haine. Et les réunions, nous, on a assisté à une réunion à Nantes, un débat à Nantes, et on a écouté l'enregistrement d'un autre qui avait eu lieu à Angers. Bon, c'était à peu près la même chose, les deux. Et c'était, ce qu'on relate dans le livre, c'est vraiment, on a élagué beaucoup, hein, parce que on avait enregistré tout le débat. Ça a été super difficile à écrire, cette partie-là. Et c'est strictement, là, on n'a rien inventé du tout, quoi. C'est exactement les termes, c'est exactement ce qui s'est passé. Ok. Ouais, on voit que c'est très violent, hein, c'est ultra violent ce qui se passe dans cette réunion. Il y a même un mec qui s'est levé et qui nous a menacés physiquement. Et l'animateur n'est pas intervenu, quoi. Et à la fin, en plus, l'animateur dit c'était un super débat démocratique. Je sais pas comment il le dit, mais il dit un truc comme ça, super moment de démocratie, quoi. Ah ouais, lui, il a trouvé ça génial. Et c'était horrible, vraiment, c'était hyper violent.
Et nous, on y allait parce qu'on écrivait le bouquin et que du coup, on voulait vraiment voir comment ça se passait. Mais on a quand même hésité quoi, jusqu'au dernier moment. Et je pense qu'il y avait un manque de conscience, même chez certaines militantes, parce que nous, on avait quand même essayé de faire passer le message à nos potes que peut-être ce serait bien de boycotter le truc et de faire une action pour dire qu'on était contre. Et en fait, les gens, globalement, dans la majorité, disaient « Mais non, c'est important qu'on participe parce que quand même, c'est le moment de faire entendre notre voix, etc. » Avec une naïveté, en fait. Non, c'est pas du tout fait pour qu'on nous écoute, quoi. C'était vraiment... Cette espèce de rêve de la démocratie où tout le monde se rassemble et d'un coup s'entend alors que personne n'est informé et tout le monde vient. C'est surtout ça en plus, c'est que le problème de ces trucs-là, c'est que j'ai l'impression qu'il y a plein de gens qui arrivent avec zéro info, juste des préidées et qui viennent balancer leur homophobie, leur transphobie. Ouais, etc. c'est pire que ça parce que en fait, c'est des gens qui sont organisés quand même. Ils avaient des éléments de langage, on voyait bien, hein, ils étaient pas là par hasard, ils s'étaient préparés au truc, ils étaient là en masse. Et c'est quand même aussi, de la part du gouvernement, c'est mettre en débat les droits d'une minorité, donc d'une catégorie de population qui est déjà vulnérable, à un moment où il y a une polémique qui durait déjà depuis des années sur ce sujet. Et quand on invite tout le monde à discuter comme ça de l'accès à un droit des personnes qui en sont exclues, on sait que ça risque de pas très bien se passer quand même. Oui, non, mais c'est sûr que, s'il y a des personnes qui croyaient vraiment que ça allait bien se passer, c'est vrai que c'était assez naïf en effet. Mais bon. Et de ces combats-là, parce que tu commençais à parler aussi des personnes qui étaient autour de toi, et on peut peut-être passer au-delà du contexte politique. Enfin, le contexte politique a des effets de ce type-là, c'est-à-dire créer des réunions dans lesquelles vous prenez de l'homophobie en pleine gueule, etc., complètement décomplexée. Et puis, toute cette ambiance-là aussi infuse et infuse dans les représentations de tout le monde, en fait, de toutes les personnes, et même des personnes de vos proches, des personnes qui vous soutiennent. Et ce qui est vraiment intéressant, je te l'ai dit, moi, que je trouvais trop intéressant, c'est toute la manière dont vous abordez les représentations des gens, les vôtres, mais aussi celles de vos proches, vos proches qui sont parfois, donc, que vous décrivez comme plutôt bienveillants, etc., vous ramènent pourtant tout le temps dans leurs remarques à certaines normes de la famille. Je sais pas moi, le manque de figure paternelle, l'importance du lien génétique avec l'enfant, dans un cadre plus intime, dans un cadre plus avec vos proches, quels effets ça a? Est-ce que tu fais un lien entre le contexte politique et ces prises de parole là? Et puis, première question, ouais, est-ce que tu fais un lien entre le contexte politique et ces prises de parole par des personnes qui sont plutôt pour et plutôt militantes et plutôt alliées, etc., quoi. Oui, je pense que déjà, il y a une question de culture, hein. Je pense qu'on a tous grandi, toutes et tous, dans cette société qui reste très hétérocentrée. Donc, voilà, il y a déjà ce background qu'on partage tous. Et puis, effectivement, je pense que la médiatisation, la mise en avant de la Manif pour tous, parce qu'ils ont eu quand même énormément de place dans les médias pendant longtemps, pendant beaucoup plus longtemps que juste les 2 petites années où vraiment la question du mariage a été très très centrale. Ça a continué, nous, ce qu'on montre dans le livre, hein. Tout le monde s'en est pas rendu compte, mais ça a continué quand même pendant des années. Et nous, on l'a bien vu, en fait, autour de nous. C'était hyper intéressant à observer. C'était pas agréable, mais c'était intéressant de voir comment... Mais ça, c'est un phénomène, je pense, un peu inévitable, où ça infuse, en fait. On intègre ce qu'on entend autour de nous. Et quand on entend parler tout le temps de PMA sans père, par exemple, quand ce mot, il est relayé tout le temps, partout, et qu'il n'y a pas ou très, très peu de déconstruction, d'analyse et d'explication, les choix de vocabulaire, c'est hyper important. Enfin, énormément de journalistes reprenaient ces termes qui étaient inventés par la Manif pour tous et qui étaient des termes vraiment
idéologique avec un objectif très précis. Bah, même des gens qui sont tout à fait ouverts d'esprit et bien intentionnés, au bout d'un moment, ça va instiller le doute, ça va, et de façon, je pense, un peu inconsciente. Et même nous, même les personnes concernées, je pense que ça fait partie de la difficulté de cette situation et de ce contexte, c'est que ça oblige à faire un travail pour se légitimer, pour déconstruire ça et pour se dire mais non, je suis parfaitement légitime à avoir un enfant et il n'aura pas de père et il va aller très bien, il n'y a pas de souci. Parce que quand on est dans un environnement où on te bassine avec ça à longueur de temps, forcément ça vient fragiliser, quoi. Et oui, tu voulais finir sur autre chose? Ouais, non, vas-y. Et en plus, vous parlez de ça et vous parlez aussi de vous. En fait, il y a tout des questionnements sur vous, sur des questions comme dans ce moment-là où la PMA n'est pas encore autorisée, etc. Comment on en arrive en tant que couple lesbien à se dire ok, on veut un enfant et c'est possible en fait. Et ça, c'est pareil. On voit là qu'il n'y a rien d'évident en fait dans tous les choix que vous faites. Il n'y a aucun choix qui est évident. Mm. Oui, disons que le contexte le rend pas évident, et en même temps, nous, dans notre vécu intime, il y a quand même quelque chose qui est de l'ordre de l'évidence. Et en fait, c'est cette tension-là, en fait, qui est compliquée. C'est que, nous, on a notre vie, intérieure, on a notre vie de couple, on a notre vie dans notre communauté, il y a différents degrés. La société nous renvoie que c'est pas du tout évident. Et nous, en fait, on est là, notre désir d'enfant, il est complètement banal, en fait. Il est exactement le même que toutes les personnes qui, à un moment, souhaitent devenir parents. Enfin, c'est pour les mêmes raisons. Je pense qu'il y a plein de points communs. Oui, c'est ça. Et du coup, c'est ça qui est à la fois intéressant et complexe. C'est qu'il y a un décalage, parce qu'en face, il y a un fantasme, il y a une construction. En fait, on est construit, on est objectifié, on est construit comme des personnes complètement différentes. Ça me rappelle, je donne une petite anecdote, j'ai répondu à une interview d'un journaliste catholique sur la BD, et il était hyper enthousiaste, hyper sympa et tout, et puis à un moment il me dit mais quand même c'est fou parce que dans la BD vous montrez des choses, je sais pas, on vous voit faire vos courses, vous brosser les dents, moi ça m'a vachement marqué, c'était vraiment une volonté de montrer que en fait finalement vous êtes des personnes un petit peu comme tout le monde, quoi. Il était choqué. Et en fait, là, tu te dis, mais en fait, c'est ça le fond du truc, quand même. C'est qu'il y a plein de gens qui sont dans une exotisation, je pense, qui n'arrivent pas à être dans l'empathie, à être dans la réalité, en fait, à se dire que, oui, on est dans des vies qui sont aussi parfaitement banales. Ah non, mais et donc, il n'y a pas de flip à avoir sur le fait qu'on ait des enfants. Ils vont se brosser les dents le soir, voilà. C'est pas très intéressant. Oui, et puis vous retournez le truc des fois aussi. Il y a Brick qui disait ça dans le chat tout à l'heure. En même temps, dans une filiation sans père, comment l'enfant va développer ses premiers traumas de manière ironique. Et c'est vrai que c'est un peu ce que vous dites, ce que vous dites un peu à un moment, à un moment donné, il y a un épisode que vous décrivez à la plage où vous êtes avec un couple d'amis et l'enfant se fait gronder parce qu'il fait je crois qu'en plus la personne, la mère ou le père lui met une claque, je crois. Il y a un geste, voilà, il y a de la violence. Et puis pour montrer aussi que voilà, il y a rien de, on sacralise une espèce de parentalité, une espèce de parenté qui est complètement défaillante très souvent en fait, et qu'il faudrait même pas, qu'il faudrait questionner plutôt que de sacraliser, quoi. Ouais, tout à fait, ouais. Nous, ça a été un élément important, ouais, dans notre parcours aussi vers la parentalité. Et après, c'est aussi que être un couple de mères lesbiennes, c'est certes, ça reste marginal, même si ça l'est moins, mais pour nous, ce qui est vraiment important, c'est comment on va se positionner en tant que parent et en tant qu'adulte. Et si on n'a pas cette réflexion-là, même en tant que personne queer, si on devient parent pour être des parents autoritaires et coercitifs, je pense que c'est pas hyper intéressant. Après, tout le monde doit avoir les mêmes droits, il y a aucun souci là-dessus. Mais on avait envie d'intégrer aussi cette réflexion-là. On se disait qu'on ne pouvait pas faire un bouquin sur ce sujet
sans quand même intégrer un petit peu la question des droits des enfants et des évolutions de la parentalité. C'est un sujet quand même actuel Oui, qui bah fait aussi tu... beaucoup de polémiques. Ouais, Mais, non, complètement sur la manière. parce Oui. que- Ah, c'est un sujet à polémique, encore une fois, pour l'extrême droite aussi, et sur la manière évidemment, sur la manière d'éduquer, etc. Et puis, tu te poses Ouais. des questions sur les figures aussi, parce que à un moment donné, tu te mets enfin, t'es en scène, en train de te couper les cheveux, en train de te poser aussi des questions sur, les femmes enceintes sont représentées tout le temps de la même manière, c'est-à-dire très féminines, etc. Qu'est-ce que je vais être, moi, si je suis une femme, si je suis une femme enceinte qui ressemble à un homme, ça va être moche, même des questions comme ça, des choses très Mhm. triviales comme ça. Et c'est vraiment Ouais, intéressant de complètement. voir, de voir tout ça, là, toutes les réflexions qui peuvent traverser et qui sont en effet, comme tu l'expliques là, des réflexions, je pense, qui peuvent être posées à tout et même, et peut-être même en premier lieu au couple hétéro sur ces figures qu'on renvoie et qui forgent, qui forment aussi nos enfants, quoi. Ouais, complètement. Ouais. C'est Bah, trop. sur ce truc-là, moi, je sais que j'ai des copines hétéros qui se sont retrouvées dans ces questions-là, qui se sentent pas hyper féminines. Quand tu es enceinte, les vêtements de grossesse, c'est un peu l'angoisse quand même. Ça va mieux, mais voilà, on a besoin aussi de cette diversité-là, de pouvoir se sentir légitime et de sortir de ce carcan où en fait, je pense que c'est ça qui est complexe aussi pour les féministes et pour les femmes, c'est que la maternité, ça a longtemps été quand même un, un lieu de tellement de normes, de normes très très fortes, de carcans où t'as l'impression que ça va te ramener comme ça à un rôle hyper précis, mais en fait, ça peut être complètement autre chose. On peut être enceinte et être masculine, on peut être un parent, quel que soit son sexe et son genre, et il y a plein de façons de le faire, et c'est hyper important pour tout le monde, comme tu dis, y compris pour les hétéros, Eh et bien, je pour les pense que... considérer tout. Vas-y, dis. Excuse-moi. Non, non, c'est tout. Eh bien, je pense que ouais, on peut peut-être conclure là-dessus, à moins que tu avais quelque chose à ajouter ou que les personnes dans le chat voulaient poser une question ou deux. Tu avais peut-être quelque chose à ajouter qu'on n'a pas évoqué sur un sujet qui te paraissait important, peut-être? Non, je trouve qu'on a fait un bon petit tour, mais s'il y a des gens qui ont des questions, avec plaisir, tu peux... Ouais. D'ailleurs, c'est un passage d'Ibri qui a fait énormément de bien à ma partenaire qui a eu le même problème de manque de représentation Butch enceinte. D'ailleurs, on dit Butch ou Butch? Butch, Ouais, Butch, c'est ouais. ça. Ok. Ouais. Bah ouais, c'est vrai qu'il n'y a pas beaucoup de représentation, c'est clair. Bah ouais, non, vraiment, hein, très peu de représentation Butch. Et pardon pour le retour en arrière, alors Bubule, donc le problème, une fois la loi passée du mariage pour tous, et une fois l'enfant né dans un deuxième temps, c'est de pouvoir le faire adopter légalement par la mère non porteuse, c'est bien ça. Oui, bah c'était le problème qu'on explique. Bah ça, je t'invite à réécouter le début de l'interview. Bubule, on a bien expliqué, je pense qu'on a passé pas mal de temps à expliquer ça, sur ce qui était possible avant, et ce qui est possible maintenant, avec notamment Ouais, les changements légaux qui ont permis la loi bioéthique de 2021, quoi, qui est quand même ouais, assez maintenant importante. l'adoption n'est plus nécessaire. Bah, Il faut avoir une filiation dès la naissance pour les des personnes deux cis, mères. Ouais, pas pour les personnes trans, quoi. ouais. Bon, bah, t'as des remerciements en tout cas dans le chat. Bah, merci beaucoup. Et puis, c'était très intéressant. Ça m'a trop donné envie de lire le livre. Bah oui, bien sûr. Alors, ce que je vous conseille, évidemment, je sais pas, moi, il y a des fêtes de fin d'année que certaines personnes font. Alors, je sais pas, je sais pas ce que c'est trop ces fêtes de fin d'année, mais qui sont un moment où apparemment on offre des trucs à des gens. Donc, n'hésitez pas à offrir. cette, C'est une bonne occasion. c'est une bonne occasion. C'est un bon cadeau. Moi, je pense que c'est un bon cadeau. Où est-ce qu'on peut peut-être le trouver? Il est en vente dans des Dans toutes librairies, les librairies. dans toutes les bonnes Dans librairies, comme toutes on les dit. librairies, s'il n'est pas en rayon, il est disponible sur commande. Ok, trop bien. Privilégier les librairies indépendantes plutôt que Que les la grosses, Fnac, les bien sûr, grosses plateformes, c'est toujours mieux. bien évidemment. Privilégier les librairies indépendantes à Amazon, hein, vu qu'on est liés, nous, à Amazon via Twitch. Donc voilà, on le dit. On le dit, on le rappelle. Voilà. Bah écoute, écoute, merci beaucoup. Merci beaucoup d'être venu Bah, merci répondre à beaucoup toutes ces pour questions. l'invitation.
Et puis pour la discussion, c'était hyper intéressant. Ouais, carrément. Bah, je suis très content d'avoir fait cette interview. Je vous retrouve dans 5 minutes, si vous voulez, les personnes du chat, si vous voulez débrief un peu et vous poser 10 minutes, qu'on se pose 10 minutes ensemble. Je dis juste au revoir, etc. C'est la fin de cette interview. Merci encore, Julie, Guillaume, d'être venue. Et Merci puis, à tout le monde. en espérant d'autres livres, plus de livres encore.